La forme que les mathématiciens donnent à une ligne droite, ou les géomètres plus précisément, est issue de l'expérience et on peut l'observer dans différentes expériences de physique. La première, c'est celle de quand on observe la trajectoire d'un rayon lumineux, on s'aperçoit qu'il se propage en ligne droite. Il y a aussi un objet en chute libre qui est initialement au repos et que l'on lâche à la surface de la Terre, exemple de la pomme de Newton, pomme immobile que vous lâchez, elle va tomber. On peut imaginer que cette pomme est suffisamment petite par rapport à la trajectoire pour la considérer comme un point et elle va donc décrire une ligne droite lors de sa chute. Vous avez également un fil tendu qui est l'outil le plus important de la géométrie qui permet donc de reproduire des lignes droites et même de reporter des longueurs. Donc le fil tendu a ses deux extrémités. Évidemment, la droite, elle, n'a pas d'extrémité. Hein. Ces extrémités se trouvent à l'infini, elle n'en a pas. Les mathématiciens, quand ils travaillent sur des objets donc, géométriques, les considèrent comme des ensembles de points. Et donc il est important de connaître également les notations importantes de la théorie des ensembles. Donc un point appartient ou pas à un ensemble de points. AB ici désigne la droite, l'unique droite qui passe par les points distincts A et B. Et donc on peut écrire qu'un point C appartient ou n'appartient pas à cet ensemble de points grâce à ce symbole ici, barré ou pas barré. Grand E, donc qui veut dire appartenir. L'inclusion, alors là on parle d'ensemble de points. Donc si vous voulez l'appartenance, on a à gauche de l'appartenance, à gauche du signe de l'appartenance, on a un point et à droite un ensemble de points. Ici à gauche et à droite nous avons des ensembles de points. Un ensemble de points peut être inclus dans un autre ensemble de points si tous les points de D sont aussi des points du plan ABC. D ici représente une droite, ABC représente un plan. Vous savez que par 3 points non alignés passe un plan et un seul, on peut le nommer donc ABC. Et dire que D est inclus dans ABC, ça veut dire que tous les points de D sont aussi des points du plan. La droite D et la droite AB sont disjointes. Et là aussi, donc, d'abord, un premier symbole d'intersection. Intersection, on cherche, c'est une opération ensembliste, si vous voulez, qui, à partir de deux ensembles, en crée un troisième. Donc, on a un ensemble de points qui est la droite petit d, on a un autre ensemble de points qui est la droite AB, et on cherche l'ensemble des points qui sont communs à la fois à D et à AB. Si cet ensemble de points est vide, égal à l'ensemble vide, ça veut dire que les ensembles D et AB sont disjoints, qu'ils n'ont pas de points en commun. Donc bien distinguer le mot disjoint qui signifie que deux ensembles de points sont disjoints si ils n'ont pas de points en commun, et distinct, deux objets, deux ensembles vont être distincts dès lors que un point appartient à un et pas à l'autre. Donc distinct, ça va être différent, ne pas confondre avec disjoint. Disjoint, c'est vraiment qu'il n'y a aucun point en commun. L'axiome d'Euclide nous permet de rappeler la définition d'une droite parallèle. Donc une droite parallèle à une droite par exemple AB. Donc vous avez la droite AB qui est donnée, un point grand C qui est donné. Ce point grand C évidemment est en dehors de la droite AB, ce qui s'écrit C n'appartient pas à AB. Alors l'axiome d'Euclide nous dit qu'il existe une droite et une seule, qui est incluse dans le plan ABC. Donc AB et C sont 3 points non alignés, définissent un plan unique ABC. Et il existe une droite unique qu'on appelle petit d ici, qui est incluse dans ABC et qui n'a pas de point en commun avec la droite AB. Donc c'est ce qu'on disait également, ce que j'ai dit également dans une autre vidéo précédente. Dans un plan, deux droites qui n'ont pas de point en commun sont nécessairement donc parallèles. Alors que dans l'espace, ceci est faux. On peut avoir des droites qui n'ont pas de point en commun, mais qui ne sont pas parallèles. On dit alors qu'elles sont gauches. Alors, les différents cas d'intersection de deux plans, ça c'est à connaître par cœur. Hein, donc, voilà, soit vous avez utilisé deux noms différents pour nommer un même plan, et dans ce cas-là, les plans sont égaux, c'est-à-dire confondus, hein, l'égalité en termes de théorie des ensembles. Ça veut dire que tout point de l'un est un point de l'autre réciproquement. En fait, quand on dit que alpha 1 est égal à alpha 2, donc alpha 1 et alpha 2 étant les noms donnés à ces plans, ça veut dire que alpha 1 est inclus dans alpha 2 et aussi que alpha 2 est inclus dans alpha 1. Auquel cas, l'égalité entre deux ensembles est définie par une double inclusion en réalité. Donc une première possibilité, donc cette intersection, c'est alpha 1 ou c'est alpha 2. Deuxième possibilité d'intersection, c'est une droite, donc deux plans qui sont séquents, ils sont séquents nécessairement en une droite. Donc, et la troisième possibilité, qu'ils sont disjoints. Dans ce cas-là, ils n'ont aucun point en commun. On dit aussi qu'ils sont strictement parallèles, sachant que deux plans qui sont confondus,
enfin, un plan est également parallèle à lui-même. Donc quand on dit que deux plans sont parallèles, ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont disjoints. On peut parler d'un seul et même plan en réalité. Quelles sont les trois informations qui définissent un vecteur? Bien, la direction, le sens et la longueur. La direction, c'est des propriétés qui ont deux droites parallèles, c'est ce qu'il y a en commun parmi toutes les droites qui sont parallèles. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Toutes les droites parallèles, elles ont la même direction. C'est d'ailleurs pourquoi une droite est parallèle avec elle-même, puisqu'elle a sa propre direction, évidemment. Sens, donc évidemment, quand vous êtes sur une droite, vous pouvez vous déplacer, vous avez deux points A et B, vous pouvez aller de A vers B ou de B vers A. Donc vous avez deux sens de parcours. Et la longueur, la distance qui sépare le point grand A du point grand B. Et ainsi, donc, pour comparer deux vecteurs, vu qu'un vecteur est défini par trois propriétés, une direction, un sens et une longueur, ben pour les comparer, on va comparer ces trois propriétés. Et alors, si deux vecteurs sont reliés par si un est multiple de l'autre, hein, si le vecteur V c'est moins 4 fois le vecteur U, c'est-à-dire qu'on a fait 4 fois le vecteur opposé à U, hein. En fait, un vecteur, donc c'est un changement de position, c'est un déplacement. Et alors, si vous avez un déplacement de vecteur opposé, ben, c'est le vecteur qui va avoir la même direction, la même norme, mais un sens contraire. Et vous faites 4 fois le vecteur opposé au vecteur U, et vous obtenez le vecteur V. Et donc, évidemment, ce vecteur V va avoir la même direction que le vecteur U. Le sens contraire peut vous être déplacé dans le sens opposé au vecteur U, et sa longueur va être égale à 4 fois la longueur de U, puisqu'elle fait 4 fois ce déplacement. Donc, rien de bien compliqué. J'ai fait une vidéo qui parle déjà du 2.1, donc je n'y reviens pas. Pour construire, là aussi, hein, donc au compas, vous avez 3 points A, B et C. Ces 3 points définissent un plan. Vous cherchez le quatrième point grand D tel que BD est égal à AC. Donc vous savez que ce point appartient au plan ABC. Vous allez utiliser votre compas pour cela. Donc vous allez avoir besoin du compas lors du bilan partiel. Et vous savez que pour aller de B à D, vous faites le même chemin que pour aller de A à C, donc vous parcourez la même distance. Donc en partant de B, il faut vous déplacer d'une distance égale à AC. Donc vous allez tracer un premier arc de cercle. Alors, vous savez que le point grand D va nécessairement se trouver à cet endroit-là. Hein. Vous savez que vous allez vous déplacer en partant de B, vous allez faire le même déplacement que AC. Donc vous savez que le point grand D va se trouver dans cette zone-là. En réalité, hein, il va se trouver du même côté que B par rapport à la droite AC et du même côté que C par rapport à la droite AB. Hein. Voilà, donc il va se trouver à cet endroit-là. Et vous savez qu'il va être à la distance AC de B, donc vous tracez l'arc de cercle de centre B et de rayon AC. Donc vous savez que ce point, le point grand D va être sur cet arc de cercle, et puis ensuite, vous avez A et B qui sont des points de départ, et puis C et D vont être des points d'arrivée, mais comme vous faites le même déplacement pour chacun d'eux, eh bien les points d'arrivée doivent être à la même distance l'un de l'autre que la distance qui séparait A et B. Donc vous savez que le point grand D doit être sur le cercle de centre C et de rayon AB. Donc vous prenez la longueur AB ici avec votre compas, vous prenez comme centre C et vous faites un deuxième arc de cercle. Et vous avez à l'intersection de ces deux arcs de cercle, vous décidez le point grand D. Voilà, donc ça c'est une construction qu'il faut savoir faire, elle est fondamentale. Hein. C'est bien, un vecteur décrit un changement de position, et donc il faut savoir le traduire en utilisant l'outil fondamental de la géométrie qui est le compas, qui permet de reporter des longueurs. Et évidemment, vous travaillez là dans un plan que nous savons également construire, puisqu'un plan, c'est une surface plane. Grâce à la notion de ligne droite, on sait construire, les maçons savent construire des plans, et les mathématiciens aussi, les géomètres également. Voilà. Donc ensuite, l'exercice 2.3, on vous donne des vecteurs qui sont déjà dessinés, le vecteur W, le vecteur V, le vecteur U. Alors, vous avez un quadrillage, et donc vous allez pouvoir décrire ces vecteurs à l'aide de votre quadrillage. Par exemple, le vecteur oméga, c'est 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas. Donc vous savez, ça décrit donc le déplacement. Un vecteur, c'est un changement de position, c'est un déplacement. Donc soit vous le faites un petit dessin comme ça et vous le dessinez, soit vous pourriez très bien dire que le déplacement W correspond à faire 4 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers la gauche. Donc à l'aide de deux nombres, 4 et moins 2, vous pouvez aussi décrire le changement de position associé au vecteur W. Alors maintenant, vous définissez un changement de position petit a qui consiste à faire le changement de position U plus le changement de position V. Eh bien, vous choisissez un point pour dessiner en représentant ce déplacement-là. Vous choisissez un point quelconque. Par exemple, ici, j'ai choisi le point qui se situait à cet endroit-là. Je fais d'abord le déplacement de U. Alors, pourquoi je suis ce point-là? Parce que le déplacement de U, voilà, je vais arriver ici. Je fais 4 carreaux vers la droite et 3 carreaux vers le haut. Et arrivé à cet endroit-là, je dois continuer. Je dois faire encore le déplacement défini par petit v.
Et le déplacement défini par petit v c'est un carreau vers la droite et 3 carreaux vers le haut. Donc je fais 1 vers la droite, 3 vers le haut, ben, j'arrive à l'extrémité du vecteur A. Je suis parti d'ici pour arriver ici, je sélectionne le vecteur petit a. Pour le vecteur petit b, on fait u moins w, donc ça va être u plus l'opposé de w. L'opposé de w, ça va être 4 vers la gauche et 2 vers le bas. Donc je pars d'ici, hein, je pars de la flèche et je fais 4 vers la gauche et 2 vers le haut, pardon. 4 vers la gauche et 2 vers le haut, et j'ai le vecteur opposé. Donc ben, je pourrais partir de u ici, puis après faire 4 vers la gauche et 2 vers le haut, pour avoir le vecteur b qui est ici, donc qui correspond à 5 carreaux vers le haut. Mais je peux aussi le dessiner à partir de là. Donc je commence le vecteur b, donc je commence par dessiner, par faire le changement de position qui correspond à u, 4 vers la droite et 3 vers le haut, puis 4 vers la gauche et 2 vers le haut encore, pour avoir le moins w. Et donc au final, je suis parti d'ici pour arriver ici. Voilà mon vecteur b. Donc w, hein, moins w c'est 4 vers la gauche, u c'est 4 vers la droite, ben, le déplacement horizontal est annulé. Et à chaque fois, je fais 2 déplacements vers le haut. Donc au final, on a fait 4 déplacements. On a d'abord 3 déplacements vers le haut pour U et 2 déplacements vers le haut pour moins W. Donc au final, on fait 5 déplacements vers le haut pour le vecteur petit b. Le changement de position final, qui est la somme de ces deux changements de position, U plus moins W. Le vecteur C, ben, on en a 3 cette fois, donc ça ne change pas énormément. Simplement, le 3,5 de W, il faut savoir comment l'obtenir. Vous avez un W divisé par 2. Donc vous voyez qu'en réalité, ben, on peut le diviser par 2 soit au niveau de sa longueur, soit au niveau de sa hauteur, puisque 4 est divisible par 2 et 2 est également divisible par 2. Et donc si on a W, qu'on le divise par, si on fait la moitié de W, on fait 2 vers la droite et 1 vers le bas. Donc, et 3,5, ça va être 3 fois ça. Donc ça va être 6 vers la droite et donc 3 vers le bas. D'accord? Puisque W divisé par 2, c'est 2 vers la droite, 1 vers le bas. Ben, je fais 3 fois ça, ça fait 6 vers la droite et 3 vers le bas. Voilà, ça sera mon W. Et vous le retrouvez ici, le 3,5 de W, 6 vers la droite et 3 vers le bas, que j'effectue en dernier. Donc pour dessiner le vecteur C, ben, je suis parti. Là c'est un peu délicat à chaque fois, parce qu'on ne sait pas de quel point partir. C'est à vous de choisir, il ne faut pas choisir n'importe quel point, parce que sinon vous allez sortir de la figure. Donc vous risquez, il peut y avoir des tentatives qui ne sont pas concluantes. Donc là on va partir de V, on va utiliser V, on va partir de là, on fait d'abord V qui est donc 1 vers la droite, 3 vers le haut. Une fois que j'ai V, ben, je continue, je fais 2U, 2U donc c'est 4, 3 une fois, 4, 3 deux fois, donc ici le vecteur qui est là c'est 2U, je vois 1U plus 1U, 2 fois U. Et puis ensuite, eh bien, je fais le final que j'avais déjà fait pour arriver là. Donc je suis parti d'ici pour arriver là, et on a le vecteur C qui est ici. Voilà, donc une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, les vecteurs, c'est pas très compliqué. Alors ici, bah, vous n'avez pas de quadrillage cette fois, mais vous avez une figure avec des propriétés géométriques qui font que bah, la droite AB est parallèle à la droite CD qui est parallèle à la droite EG. Donc vous avez des parallélismes qui sont faits, puis des segments qui ont des mêmes longueurs. Et donc à partir de là, vous allez gérer. Et on vous demande quel est tous les vecteurs égaux à CD, donc même direction et même longueur. Ben, vous avez CD évidemment qui est égal à lui-même, AB, EG et puis BF. Voilà, vous les avez ici. Alors ensuite, ici, vous n'aviez même pas besoin d'utiliser le graphe, puisque AD plus DE, ça consiste à faire un déplacement qui est le même que celui qui consiste à partir de A pour arriver à D. Et à D, ben, vous continuez, vous allez à E, vous repartez de D. Donc en réalité, vous avez la relation de Schall qui s'applique, et ça, c'est égal à AE, tout simplement. Donc vous n'avez même pas besoin de regarder le dessin pour répondre à cette première question. La deuxième, c'est la même chose, puisque moins CG, ben, il faut remplacer ça par plus GC, et vous vous retrouvez avec, partant de A, vous arrivez à G, puis vous continuez en partant de G pour arriver à C. Donc au final, vous êtes parti de A pour arriver à C. Donc là également, pas besoin du dessin pour répondre à cette question-là. Alors celui-ci est un peu plus délicat. AB plus AC, donc vous partez de A, vous arrivez jusqu'à B. Et puis arrivé à B, donc vous êtes parti d'ici, vous arrivez à B ici, et arrivé ici, il faut faire le déplacement en partant de B, mais qui correspond à AC. Donc en partant de B, ben pour faire AC, vous arrivez à D, c'est BD. Donc ça revient en fait à remplacer le vecteur AC par le vecteur BD qui lui est égal. Et donc vous avez AB plus BD qui donne bien après AD. Vous voyez, donc encore là, vous avez encore la relation de Schall qui s'applique, hein, mais c'est juste que ben, quand vous faites une addition de vecteurs, vous additionnez des changements de position. À chaque fois, vous partez de là où vous venez d'arriver pour continuer votre déplacement. D'accord ? AG plus CA, eh bien, on va pouvoir remplacer CA par GD. Hein, donc il faut regarder sur le dessin. Hein. Vous partez de A pour arriver à G. Donc vous partez de A, vous arrivez à G qui est ici. Arrivé à G, il faut faire CA. CA, c'est ça. Donc j'ai la même chose que GD. Et donc vous partez de A pour arriver à D. Donc c'est AD.
Voilà, parce que CA égale GD. Et donc voilà, je vous laisse, les autres ne posent pas vraiment de difficulté, hein. Donc ici c'est plus DG, donc à chaque fois que vous avez un moins, vous remplacez par un plus. Et puis après, il faut voir que DG, c'est la même chose que CE. Et donc vous partez de E pour arriver à C. Et puis arrivé à C, vous faites DG. Et DG, c'est-à-dire que vous revenez à E. Donc c'est égal au vecteur nul. Moins 2AC, c'est 2CA. C'est CA plus CA. C'est CA plus EC. C'est EA par exemple. Moins 2AC, c'est 2CA. 2CA, c'est 2 fois ce truc-là. Et on peut directement dire que c'est GB ou EA par exemple. Là. Une bonne réponse aurait été GB également ici. 1 demi de BF plus 1 demi de EG. Alors il faut remarquer que BF c'est ça, si j'en fais la moitié, j'arrive là, c'est pas très compliqué, c'est un peu compliqué, mais EG est égal à BF. Donc en réalité on a 1 demi de BF plus 1 demi de BF. Et donc si je fais la moitié du chemin BF plus encore sa moitié, j'obtiens BF, je fais le chemin en entier de BAF tout simplement. Donc là, exercice également très sympathique, et là celui-là est beaucoup plus facile que les précédents parce qu'on vous donne le point de départ, on vous donne grand B, et il faut trouver le point grand P, et on vous dit le chemin à parcourir. Donc à la limite, on pouvait déjà simplifier à la base, CD plus DA, c'est tout simplement CA. Donc pour aller de B à P, il faut faire le chemin CA. Je pars de B, et je dois arriver à P en faisant le chemin CA. Donc CA, vous comptez le nombre de carreaux pour aller de C à A, ou alors vous remarquez que les points d'arrivée, les points de départ c'est C et B, hein. C et B sont les points de départ. Donc si le point B est à 2 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas si le point B est à 2 carreaux vers la droite et 2 carreaux vers le bas de C, le point P que vous cherchez sera également au même endroit puisque les points d'arrivée doivent être positionnés de la même façon que les points de départ. CB, point de départ, AP, point d'arrivée pour le même déplacement CA. D'accord? Donc on retrouve évidemment, voilà. Donc on peut vérifier qu'on a fait juste en vérifiant bien que les points de départ et les points d'arrivée sont bien correspondent à la même changement de position. On a également CB qui est égal à AP. C'est aussi ça à retenir, hein, si BP égale CA, ça veut dire que si vous prenez les points de départ BC, ils doivent être égaux, le changement de position qui correspond d'aller du point de départ B au point de départ C, c'est le même qu'aller du point d'arrivée P au point d'arrivée A. AQ, là il faut remplacer le moins par un plus, et BD plus DC, là encore ça va être égal à BC. Donc pour aller de A à Q, on fait le même déplacement que de B à C, c'est-à-dire 2 vers la gauche et 2 vers le haut. Et voilà le point clan Q qui est ici. Pour aller de D à R, on fait DC plus 2 fois CD, donc DC plus CD, ça va s'annuler. Il ne nous reste plus qu'un seul CD. Donc pour aller de D à R, il faut faire le chemin CD. Pour aller de D à R, le même chemin que CD. Donc c'est 1, 2, 3, 4 vers la droite, 1 vers le haut, 4 vers la droite, 1 vers le haut, j'ai le point grand R. Ici, là aussi, il faut être capable quand même aussi à simplifier ces expressions-là, hein. Et là, vous n'avez pas besoin de graphique à chaque fois pour simplifier les expressions qui sont ici, hein. Vous n'avez pas besoin de graphique. Donc moins BD, ça va faire DB, DB plus BA, ça donnera DA. Vous voyez, AB plus BD, ça va donner AD. Donc DA plus AD, ça donnera le vecteur nul. Vous voyez. Donc, du coup, pour aller de C à S, on fait le changement de position qui correspond au vecteur nul, donc on reste au même endroit. Donc quand S est au point grand C. Voilà. On enchaîne. Ici, on a encore un quadrillage. Alors cette fois, on va utiliser plutôt des fractions. La seule particularité, c'est qu'on va travailler sur une même droite avec des vecteurs qui sont collinéaires. Les vecteurs AB, BC. Vous choisissez 2 points quelconques, vous les déplacez toujours dans la même direction, la direction de la droite AB. Et alors, on vous demande de compléter les relations de collinéarité. Donc, 2 vecteurs qui ont la même direction, on dit qu'ils sont collinéaires. Donc, un est multiple de l'autre, hein. Alors, AC égale 8 tiers de AB. Donc, pour aller de A à C, je fais 8 tiers de AB. Alors, pour raisonner, pour faire ce 8 tiers, comment on peut faire? C'est 8 fois 1 tiers de AB. 1 tiers de AB, c'est facile. 1 tiers de AB, c'est un carreau vers la droite. Donc, je vais faire 8 carreaux vers la droite en partant de A pour trouver grand C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bien ça. AC est bien égal à 8 tiers de AB. Donc, en fait, vous avez un déplacement élémentaire que vous pouvez définir au départ, le vecteur I, c'est le déplacement de 1 carreau vers la droite. C'est un déplacement élémentaire. Et à partir de là, vous allez pouvoir exprimer AB en fonction de I. Voilà. Et donc, AC, c'est 8I, et I, c'est 1 tiers de AB. Donc, c'est 8 fois 1 tiers de AB. Vous pouvez raisonner comme ça. AE, c'est
alors pour aller de A à E, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreaux. Donc AE c'est 17 fois I. Et AI, et on sait que I c'est 1 tiers de AB, donc c'est 17 tiers de AB. Vous voyez? Alors AB ici, bah, vous avez, en fait ici vous savez que AC est égal à 8 tiers de AB. Donc AB va être égal à 3 huitièmes de AC, mais ici vous avez CA, donc vous avez inversé ici, donc il faut mettre un signe moins. Vous voyez? Donc vous passez de là à là simplement par des opérations algébriques classiques. Hein. Si vous avez AC qui est égal à 8 tiers de AB, je multiplie par 3 huitièmes de chaque côté, donc j'isole AB. Donc AB est égal à 3 huitièmes de AC, c'est-à-dire à moins 3 huitièmes de CA. Ensuite, construit sur la figure ci-dessus les points PR tels que CP égale moins 5 DE. Et bien là aussi, hein, CP ce sera égal à moins 5 fois DE. Mais DE c'est quoi? C'est 2I. Donc ça fera être égal à moins 10I. D'accord? Donc pour aller de CAP, il va falloir faire moins 5 fois 2I, c'est-à-dire moins 10I. Donc ça va être, donc pour aller de CAP, je me déplace dans le sens contraire de I et je fais 10 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le point grand P, que je n'ai pas dessiné d'ailleurs, il est ici. Le point grand P, donc, est à cet endroit-là pour la question 2.6. Et alors, pour aller de R à B, on fait 16 septièmes de DC. Alors, ce qu'on cherche, c'est grand R, donc il vaut mieux le placer en deuxième position, puisque vous partirez de grand B pour aller sur grand R. Donc, BR, c'est moins 16 septièmes de DC. 16 septièmes de DC. Alors, DC, c'est... vous voyez, en général, ce qu'on fait, c'est que DC, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est moins 7i. Donc, DC, c'est moins 7i. Donc, DC, donc, du coup, BR, ça va être 16 septièmes de CD, donc 16 septièmes de 7i, c'est-à-dire 16i, tout simplement, vous voyez. Donc BR, c'est 16 septièmes de CD, et CD, c'est 7i. Pour remplacer CD par 7i, vous obtenez le résultat. BR, c'est 16i. Donc pour aller de B à R, je fais 16 carreaux vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, j'arrive ici. Voilà. Donc ici, c'est un bonus, hein, c'est le genre de questions que vous aurez en bonus également au bilan partiel éventuellement, mais ce n'est pas des questions qui compteront pour des points du bilan partiel, c'est des points en plus. Donc, bon, bah, répondons rapidement à la question. Vous avez 3 points A, B et C qui sont donnés. Et Jean a utilisé le compare pour construire grand D tel que CD égale AB. Donc c'est ce qu'on a fait donc, dans la question précédente. Hein. Vous utilisez la propriété, donc vous reportez des longueurs. En réalité, vous dites que BD est égal à AC, puisque CD égale AB, ça veut dire que la distance de CAD est égale à la distance de AB. Donc vous avez un premier point, vous savez que D est sur le cercle de centre C de rayon AB. Centre C, rayon AB. Vous avez donc un premier cercle, qui est un premier arc de cercle qui est ici. Et puis vous savez également que les points de départ, donc ici qui sont A et C, la distance entre les points de départ, vous allez la retrouver entre les points d'arrivée. Donc vous savez qu'en partant de B, vous allez faire la même distance AC également. Vous avez donc le cercle de centre B et de rayon AC qui donne le deuxième trait ici. Vous avez le point D ici. Donc qu'est-ce que vous savez? Vous savez que AB égale DC. Vous savez que AD, donc AB égale DC par construction. Vous savez que AD égale DA évidemment. Hein. Donc vous avez tracé la diagonale AD. Hein. Et puis vous savez que BD égale CA, ce qu'on vient de dire. Et à partir de là, vous en déduisez que les deux triangles, donc vous avez votre quadrilatère, vous tracez la diagonale, vous en déduisez que les triangles sont isométriques. À partir de là, vous en déduisez que l'angle alpha est égal à l'angle bêta ici. Et donc à partir de là, vous avez donc une configuration qui fait que, vous voulez montrer que AB est parallèle à CD. Hein. AB est parallèle à CD, donc c'est bien cet angle-là et cet angle-là qu'il faut utiliser. Les angles qu'il faut intervenir, AB et CD. Donc vous avez ici deux droites coupées par la séquente AD qui font des angles alternes internes qui sont égaux. Donc les droites AB et CD sont parallèles. C'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, bien je vous remercie de votre attention.